à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Merci aux participants qui ont bien voulu partager leurs expériences de vie transformatrices et riches d'enseignements pour qui sait écouter et voir au-delà des apparences. Que leurs récits et nos échanges t'inspirent pour oser te lancer dans de nouvelles aventures avec toi-même. Cette idée de il y a un nouvel être et tout ça, alors comment a été vécue cette deuxième grossesse du coup? Parce que donc là, j'ai parlé de la partie relativement personnelle, parce que en fait, j'ai eu la chance, et c'est vraiment une chance, que l'Éducation nationale considère que le congé de maternité que j'aurais dû avoir peu de temps après la naissance de mon bébé, il a été maintenu en fait. Maintenu comme si mon bébé avait été là, mais avec cette idée que c'était aussi pour la reconstruction, ma propre reconstruction et psychologique et physique. Ce qui fait qu'en fait, j'ai eu quand même un certain temps. Mais malgré tout, ce qu'on appelle le mouvement, c'est-à-dire le processus par lequel les enseignants sont nommés sur les différents postes à l'intérieur de l'éducation nationale, du moins dans le premier degré, hein, parce que j'étais donc professeur des écoles, eh bien, il avait lieu au moment où j'étais à l'hôpital, entre le moment où j'ai perdu ma fille et le moment où j'ai quitté l'hôpital. Et donc, ben, ça ne se loupe pas, ça, en fait. On est obligé. Et alors, je n'étais pas obligée de participer parce que j'avais un poste, on disait à titre définitif. Ça veut dire, en gros, je pouvais y rester. Je ne me voyais absolument pas retourner dans un environnement dans lequel j'étais connue, appréciée, etc., mais sans bébé, en fait. Parce qu'on avait commencé à me faire des petits cadeaux. Enfin, tout le monde m'attendait de retour avec ce bébé. Aussi joyeuse que je puisse être de façon générale, là, je me suis dit, c'est pas des conditions possibles pour moi. Il faut que je change quelque chose. Et du coup, bah, j'ai participé au mouvement, j'ai demandé quelques postes, je n'ai rien eu. Et donc, à la rentrée suivante de septembre, eh bien, en fait, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Et je n'avais pas forcément envie de reprendre la classe, voilà, mais en même temps, je sentais confusément qu'il fallait que je tente quelque chose, que j'essaye quelque chose d'autre pour voir et peut-être objectivement apprécier là où j'en étais. Et donc, comme mon congé de maternité se terminait, je pense, fin juin, quelque chose comme ça enchaînait sur les vacances scolaires. Donc, j'ai été tranquille pendant les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, il y a des postes qui n'ont pas été pourvus, qui ont été proposés, et notamment un poste de direction d'une petite école qui n'était pas très très loin de chez moi. Et donc, ben, j'ai postulé. Donc, j'ai demandé à être directrice d'une école élémentaire de 5 classes. Et je me suis dit, bon, allez hop, je me lance dans une nouvelle aventure. Ça, c'était en septembre. On s'est marié le 1er juillet. Donc, grosse fête extraordinaire et tout. Donc, voilà. Donc, ça aussi, ça a contribué à vraiment se conforter que notre choix de vie et notre choix d'environnement, il était vraiment chouette parce que dans les difficultés comme dans la joie, on était entourés. Donc ça, c'était très important. Alors, il y a aussi eu des difficultés matérielles de l'ordre de ben, déjà payer l'enterrement, la pierre tombale, etc. Et tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément souvent évoqué. Mais en même temps, voilà, il y a des frais, quoi. Il y a des frais. Et donc, ben, je dois dire que là, on se rend compte qu'un choix de mutuelle judicieux, point de vue, j'allais dire, humain, et ben, ça change tout. Je ne spécifie rien et tout, mais voilà, j'allais dire, c'est aussi dans ces moments difficiles que l'on éprouve aussi les choix que l'on a fait en amont par rapport, ça a l'air bah, peut-être bête, mais voilà, le choix d'une mutuelle peut changer la donne par rapport à la prise en considération et en charge de ce type d'événement. Par rapport aux conditions matérielles, eh bien, ça a été aussi la chambre. C'est-à-dire que nous avions commencé à peine à préparer une chambre pour la venue du bébé. Mais encore une fois, quelque chose m'avait arrêté. Je n'avais pas mis en œuvre ce que j'imaginais. J'avais vraiment limité au maximum la personnalisation
de cette pièce. Voilà. Donc, on savait qu'elle serait dédiée au bébé, mais la seule chose qu'en fait j'avais achetée, c'était une petite frise pour mettre sur le mur, parce que j'avais idée de, voilà, les murs en blanc et puis la petite frise rigolote. Et en fait, cet achat de petite frise, c'est anecdotique, mais en même temps, ça a participé vraiment à quelque chose d'important. C'est que grâce aux photos que nous avions prises avant qu'elle ne décède, parce que finalement, on a eu l'occasion de faire quelques photos. Nous avons eu la chance qu'elle vive 6 jours, 7 jours même. Donc, les petites photos, cette frise, et puis tout un tas de petits éléments. Donc, la petite étiquette, par exemple, de... La couveuse, en fait, sur Oui, le... c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, tous ces petits éléments-là, ça nous a permis, enfin, ça m'a permis, moi, j'ai souhaité faire un album. Un album pour ce bébé, avec toutes les traces que j'avais. Et notamment, ben, en fait, je me suis servi de cette frise pour, un peu comme le scratching, là, ou je sais pas Ouais. quoi, faire, voilà, illustrer et tout, attacher cette frise uniquement à ce bébé. Et donc, voilà, je l'ai dédiée à ce bébé. Je l'avais pensé pour ce bébé. Et du coup, ça veut dire que le fait de ne pas avoir engagé totalement l'ensemble des éléments de la vie future du bébé m'a aussi préservé d'un certain nombre de choses difficiles quand on revient à la maison. Je dois dire aussi que j'ai fait aussi une autre démarche, c'est la démarche de la reconnaissance de ventre. C'est quoi la reconnaissance de ventre? La reconnaissance de ventre, c'est une déclaration en mairie avec la femme, avec sa déclaration de grossesse dès qu'elle peut être effective, donc c'est après 3 mois ou quelque chose comme ça. C'est faire reconnaître officiellement que le père du bébé à naître, c'est monsieur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, j'ai été extrêmement marquée par des lectures il y a fort longtemps sur des sagas de familles rurales du 19e siècle, voilà, et sur la condition de fille-mère. Je me disais que c'était plus du tout la même société dans laquelle nous vivions, mais quand même, je n'avais pas envie d'avoir à vivre le fait d'être fille-mère, c'est-à-dire pas mariée, et que ce bébé soit ce que l'on appelait à l'époque un bâtard. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne sait pas qui est son père. Tu sais, je trouve ça rigolo, entre guillemets, de l'extérieur, parce que d'un côté, quand tu vois le nom de ta fille sur la tombe, tu vas vers son nom, c'est-à-dire c'est toi qui n'existe pas, entre guillemets, officiellement. Ouais, ouais, Et s'il n'y a pas la reconnaissance du ventre, indépendamment de l'idée de fille-mère, il n'y a pas la reconnaissance du lien du père avec l'enfant. tout à fait. C'est dans les deux sens, du coup, tu vois, on pourrait dire que dans les deux endroits, il y a quand même des choses à faire évoluer, entre guillemets, puisque dans les deux endroits, il y a un moment donné, il y en a un des deux qui n'a pas de lien, entre guillemets, Ouais. officiel. En fait, cette démarche, elle peut quand même se faire, et d'où l'idée d'officialiser quelque chose, parce que moi, j'ai eu la chance que notre fille puisse naître et vivre quelques jours. Donc, même si c'est très fugace, notamment pour le père, j'ai des souvenirs possibles, tangibles, avec ce bébé, au-delà de ce que j'ai ressenti avec le bébé dans le ventre, etc. Là, il y a quelque chose vraiment qui officialise, et c'est pas un rêve. C'est pas un truc que tu as inventé ou je ne sais quoi. Non, avec preuve à l'appui, cette femme est enceinte et en âme et conscience, ils sont sains d'esprit et ils déclarent mutuellement que cet enfant à naître est bien de nous deux. Et Ouais. moi, vraiment, moi, symboliquement, c'était hyper important, vraiment. Et aussi parce que si le père décède avant la naissance du bébé, pareil, ce bébé, il se retrouve sans père. Et moi, je voulais pas de ça pour mon bébé. Donc, toutes ces démarches mises bout à bout, il se trouve que les thérapeutes vers lesquels nous nous sommes tournés pour une psychothérapie de couple, familiale, eh bien, elles avaient aussi une autre compétence. Elles étaient aptonomes. L'aptonomie, c'est vraiment quelque chose où tout de suite je me suis dit, au-delà de l'officialisation d'une nouvelle grossesse, il y a aussi, pour moi, la nécessité qu'il n'y ait pas de temps à perdre à se dire, oui, ben, quand mon enfant sera né, je pourrai profiter de cet enfant. Moi, tout de suite, j'ai proposé à mon mari que nous nous inscrivions dans cette démarche pour que, dès que possible, il puisse rentrer en relation avec notre bébé. Et donc, c'est ce qui s'est passé,
puisque, alors, il faudrait remonter dans le temps, mais donc voilà, donc j'ai été enceinte en décembre 2006, ça veut dire presque un an après le décès de notre première fille. Ce qui, entre parenthèses, était relativement court parce que tous les médecins nous disaient, ouh là là, il faut prendre votre temps, il ne faut pas aller trop vite, etc., parce que vous avez un utérus cicatriciel. Et donc, bah, nous, on a fait comme on a le senti. Et donc, voilà, il se trouve que j'étais enceinte à la fin de l'année. En parallèle, j'ai donc commencé mon nouveau travail en septembre, à la rentrée de septembre 2006. C'était à la fois formidable parce que j'ai vraiment découvert un autre monde du fait d'être dans l'éducation nationale, c'est-à-dire en lien avec les enfants, les familles, mais avec les autres collègues, avec les autres instances décisionnaires autour de l'établissement école, etc. Donc, l'établissement de partenariat, ça m'a super plu, je trouvais ça vraiment génial. En plus, bon, bah, quand même, j'ai quelques facilités, entre guillemets, pour entretenir des relations cordiales. Donc, vraiment, c'était super chouette. Et puis, j'ai hérité, entre guillemets, d'une classe un peu particulière, avec des enfants qui allaient pas très bien. J'ai commencé à être avec eux, à voir des choses, à rentrer en résonance avec ces choses, avec leurs propres problèmes. Donc, notamment, il y en avait un garçon qui avait perdu son papa au mois d'août. Donc ça a été quelque chose de difficile à accueillir puisqu'il m'a fallu, en tant que et enseignante et directrice, être en capacité d'être à l'écoute et attentive à cet enfant en particulier, non pas pour lui dire ce qu'il avait à faire ou je ne sais quoi, mais voir s'il allait bien ou pas bien et s'il avait des besoins. Donc j'ai été un peu accaparée par ça. Il se trouve que j'avais aussi une autre petite fille qui avait perdu sa maman, elle, beaucoup plus longtemps avant, mais qui se retrouvait dans une posture de un peu bourreau par rapport à ses camarades. Et je ne comprenais pas ce qui se passait, comment un petit bout de fille pouvait mener à la baguette autant de gens dans la classe. Je ne comprenais pas et vraiment, là, vraiment, j'avais besoin de mettre le doigt sur quelque chose parce que je voyais bien qu'il se passait des choses bizarres, mais il y avait quelque chose qui manquait. Je suis rentrée un peu dans des histoires diverses pour essayer de mettre au clair, en fait, ce qui se passait et d'essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire, parce que là, je voyais bien qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond. Et puis, en parallèle, moi, j'ai été invitée à rentrer en formation, alors formation assez succincte, mais quand même, pour prendre possession de mon nouveau poste de directrice. Et donc, du coup, en fait, à prendre de la distance sur ce que c'est que d'être directeur d'école, c'est-à-dire une place fonctionnelle au milieu des adjoints, n'étant pas leur supérieur hiérarchique, mais en même temps étant le responsable du bon déroulement de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement et la courroie de distribution vers les supérieurs pour remonter ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, etc. Et là, j'ai pris vraiment une super claque dans la figure et où je me suis dit, mais c'est pas impossible en fait. Comment ça se fait que je ne savais pas tout ça avant? Comment ça se fait que je n'ai pas été initiée sur tout un tas de sujets réglementaires, etc. Alors que ça faisait déjà 11 ans que j'étais enseignante. Et là, vraiment, ouais, je me suis pris un aller-retour dans la figure en me disant, là, ça me plaît bien, mais je ne suis pas capable. Je ne peux pas tenir ce rôle à plus d'un titre. Et notamment aussi parce qu'à l'époque, on a commencé à mener une grève administrative, parce que les choses évoluaient dans un sens qui, ben, moi, ne me semblait pas souhaitable. Je me suis dit, là, vraiment, non. Cette place, symboliquement, je ne peux pas la garder. Je ne suis pas en accord avec ce qu'elle implique. Et en même temps, bah, ça m'a permis de voir aussi que là où j'avais cru reprendre le cours de ma vie avec tout ce que j'avais fait, reprendre auprès des enfants, bah, je me suis dit, en fait, non, je ne peux pas. Et donc, je suis allée voir l'inspecteur à l'époque, quelqu'un de vraiment remarquable. Je le remercie vraiment d'avoir été qui il a été, parce que je lui ai donc fait part de tous mes doutes, de tout ce qui m'était arrivé. Et il a pris le temps de me recevoir, chose qui maintenant n'arrive même plus. Et voilà, il m'a dit, mais j'entends bien. Et voilà, il m'a dit donc deux conseils.
premièrement, allez voir votre médecin pour voir ce que le médecin dit. Est-ce qu'il faut vous arrêter? Deuxième conseil, si on vous dit de vous arrêter et de prendre le temps de vous remettre, etc., essayez d'éviter les allers-retours. Je suis en arrêt, je reviens. Je suis en arrêt, je reviens. Dit parce qu'en fait, d'un autre côté, non seulement l'organisation des remplacements est difficile, mais en même temps, les personnes qui vivent ces remplacements, c'est-à-dire les élèves et les familles, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et donc, vraiment, ces deux conseils où j'avais trouvé ça vraiment lumineux, parce que à la fois, ça redonnait la responsabilité à chacun, et en même temps, ça donnait aussi des clés par rapport au réel d'une classe. Et qu'est-ce que c'est que de vivre des remplacements les uns derrière les autres, pas forcément avec la même personne, etc. À partir de là, le médecin a dit, là, vraiment, il faut vous arrêter. Et on verra pour combien de temps, mais il faut vous arrêter. Et donc là, je me suis vraiment mis dans la peau de il faut que je trouve des solutions pour partir sereinement. Et pour partir sereinement, c'est voir parmi les collègues qui voudrait bien prendre la mission de directeur, mais tout en n'étant pas directeur. J'ai eu vraiment la chance d'une collègue qui a dit, moi, je veux bien tenter l'expérience et tout, ça m'intéresse. Donc là, vraiment, déjà, un certain nombre de choses étaient posées. Et puis ensuite, on m'a aussi assuré qu'il y aurait un remplacement derrière, quelqu'un qui était prêt à prendre la classe. Et donc là, en fait, je suis partie sereine en me disant, ça y est, c'est bon, hop, je passe le relais, j'ai alerté les familles, etc. Voilà, vous allez accueillir quelqu'un d'autre, un mode de fonctionnement. Je ne vais pas suffisamment bien pour pouvoir mener à bien l'année. Et donc, en fait, je ne suis pas revenue après les vacances de la Toussaint. Donc, tout ça, ça s'est passé vraiment Et du assez coup, ça veut dire qu'une fois de plus, tu as bien écouté et là, du coup, tu as posé tes propres limites, tu les as ouais, vues et tu as dit là, non, je ne peux pas. C'est pas que je ne pourrais pas dans l'absolu, dans le potentialité, mais vu ma vie, comment elle est en ce moment, vu ce que je viens de ouais, traverser, là, posons les limites, sinon ce n'est pas une bonne chose. Donc, il y ouais. a quand même toujours cette grande écoute de toi-même. Que ce soit conscient ou pas conscient, elle est là, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et puis aussi cette responsabilité vis-à-vis du public que j'accompagne et ou à qui j'enseigne, parce que moi je dis accompagne depuis toujours, je dis accompagne. Moi j'ai accompagné mes classes. L'idée c'est effectivement on est ensemble dans la journée et tout, mais en même temps on va ensemble depuis un point A vers un point B avec des objectifs clairement établis par le programme en l'occurrence. Et les familles, elles sont là aussi Bien présentes sûr. autour de l'enfant, de l'élève, en tout cas de l'enfant en tant qu'élève Mm. pour pouvoir justement prendre leur place pour accompagner au mieux leur enfant. Dans ma façon, dans mon référentiel à moi, quand je dis d'écouter, pour moi, hein, quand on écoute en profondeur, c'est pas uniquement égoïste, c'est-à-dire qu'on pense qu'à soi et qu'on n'écoute que soi. C'est Oui, oui, qu'en écoutant soi, on fait bien le lien de nos interactions avec l'extérieur et ouais, l'environnement. Du coup, c'est une écoute, écouter profondément, ça amène à l'écoute de soi et à l'écoute de l'environnement et donc à la responsabilité dans le sens de, on ne prend pas des décisions uniquement basées sur des réactions. C'est pour ça que ouais, quand ouais, je parle d'écoute, moi je parle de cette écoute-là, pas d'une ouais, écoute, ouais, tu vois, uniquement mentale ou uniquement parce que les ouais, gens ouais, imaginent, je m'écoute, je deviens égoïste. Non, c'est pas de cette écoute-là, ouais, bien ouais, plus profonde, qui amène à cette conscience des liens qu'on a avec l'environnement, qui amène à la conscience de, voilà ma part, et là, c'est pas mon job, mais par contre, je fais l'appel et je fais ma part des choses, qui fait que les choses, normalement, quand on a cette écoute-là, s'écoulera avec fluidité. Enfin, tu vois, ouais, dans un monde idéal où tout le monde aurait cette écoute-là, on n'est ouais, pas attiré par les mêmes choses, on n'est pas dans les mêmes limites, on n'est pas dans les mêmes cheminements, mais tout s'imbriquerait de façon très naturelle, sans ouais, tout à avoir fait. besoin de, tu vois, d'être en réaction ou de se dire, il faut que je pense à moi, parce que quand on en est là, c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez écouté, justement. C'est un Ouais, manque ouais, d'écoute intérieur, ouais, profond, je ne ouais. sais pas comment la nommer, mais voilà, c'est pour juste repositionner ça. Cette deuxième grossesse, du coup, puisque tu avais les conditions Et bien en qui te fait, le c'est ça qui s'est permettaient. passé. On peut dire qu'à partir du décès de ma fille, assez rapidement, j'étais dans l'action. Mais Mm. c'est aussi, c'est souvent quelque chose qui est dit, c'est quelque chose qui peut sauver, parce qu'en fait, Mm. à un moment donné, on ne reste pas prostré sur ses sensations, ses émotions, et une interprétation de ces émotions et de ces sensations qui, voilà, mortifère en fait. Mais ça s'est trouvé être la bascule entre, je sais que je pourrais le faire, je pourrais continuer, mais à quel prix?
Et surtout, c'est quoi mon objectif pour la suite? C'est fonder une famille. Tu sais, c'est marrant parce que là, pareil pour le mot action. À partir du moment où tu as vu des thérapeutes, tu as été dans une action intérieure, de toute façon, de réflexion. À partir du moment où il y a eu décision avec ton mari de discuter, même si ce n'était pas facile, c'est une action. Et ensuite, il y a l'action à l'extérieur. Mais pour moi, tout ça, ce sont des actions. C'est-à-dire c'est l'idée de rester en mouvement et non pas de se figer dans quelque chose qui fait qu'à un moment donné, comme tu le dis, c'est mortifère. Et en plus, ça enferme. C'est-à-dire que tu perds le lien avec tout et encore plus avec toi-même parce que Ouais, à partir du moment où on s'enferme, on perd la possibilité d'évoluer aussi, tu vois, que le ouais, mouvement se perpétue, etc. Donc l'action, pareil, elle est d'ordre, pas de l'ordre juste action extérieure, elle est ouais, intérieure. Donc tu as ouais, été ouais, en mouvement. C'est juste pour faire la différence. Le ouais, ouais. mouvement a été préservé et s'il n'y a pas de mouvement, c'est mortifère. Mais s'il y Mhm. a le mouvement, la vie continue et permet d'avancer, de continuer d'avancer effectivement, quoi. Donc, tu as Ouais, été en action intérieure et extérieure. Pour moi, de ouais, ouais, c'est l'extérieur, c'est ce ça. que je vois, hein, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. C'est vraiment Ben, et en c'est vrai action que relationnelle, quoi. ouais, ouais. Moi, effectivement, ma définition de l'action, c'est tout ça. Il y a la partie visible de Mm, l'action et puis il y a tout ce qui soutient cette action, mm, le socle, l'environnement, le contexte et tout ça. Donc, mm. ouais, ouais. C'est là où, quand je dis une bascule, là, j'ai prioritairement fait passer mon choix de vie et notre projet de fonder une famille, de poursuivre la fondation de la famille, parce que je ne me suis pas sentie capable de mener les deux en même temps. Et du coup, donc, j'ai été arrêtée. Suite à cet arrêt, j'étais enceinte, hein, enfin, clairement, je pense que c'est aussi ça, d'avoir lâché quelque chose et d'avoir changé de rythme. Ça a produit de bons effets. Par contre, ça a amené aussi beaucoup de mal-être parce que du coup, c'était à distance avec l'événement dit traumatique. Et là où immédiatement derrière, tout le monde comprend bien pourquoi il y a un arrêt, etc., là, l'arrêt est beaucoup moins compris immédiatement, jusqu'à l'oubli en fait, hein, de pourquoi éventuellement, à un moment donné, je m'arrête alors que en fait, tout semblait aller plutôt bien. Et d'ailleurs, c'était exactement ça qui m'a fait m'arrêter, c'est que tout allait très bien. C'est-à-dire, j'avais une classe sympa, des parents, ça allait bien, tout avait l'air en apparence super, mais moi, à l'intérieur, ça n'allait pas. Et du coup, cet arrêt, eh bien, donc, il a permis de me remettre en mouvement pour essayer d'avoir d'autres enfants, ce qui n'a tardé. Et puis, prendre en considération aussi l'environnement proche dans lequel nous étions. Et là, en fait, eh bien, un nouveau chantier s'est ouvert, c'est-à-dire celui de changer de lieu d'habitation. Que malgré tout, même si, on va dire, on ne s'était pas totalement projeté vraiment dans la maison et tout, on avait vraiment quand même envie de changer de lieu de vie pour accueillir ce nouveau bébé un peu ailleurs. Ce qui ne s'est pas fait d'ailleurs, puisque comme il est arrivé un peu plus rapidement que prévu, eh bien, en fait, on était encore dans les lieux. Notre deuxième enfant, qui du coup est devenu l'aîné visiblement, eh bien, a vécu un peu dans cette chambre et c'était plutôt cool d'ailleurs, hein, voilà, ça n'a pas gêné, mais on avait quand même envie de se projeter dans un autre environnement. Et donc, on s'est mis en tête de non plus être locataire, mais d'essayer d'acheter quelque chose. Donc voilà, encore, j'allais dire, un nouveau chantier qui a été possible parce que là aussi, je me suis dégagé du temps. Dégagé du temps pour être dans mon rythme, pour que puisse s'installer une nouvelle vie à l'intérieur de moi et en même temps pour que à l'extérieur, je puisse aussi prendre du temps pour choisir aussi un nouveau cocon pour accueillir toute la petite famille et toute cette vie. Ça, c'est la grande caractéristique, j'allais dire, de peut-être ce processus de deuil. Ouais, la temporalité, elle est multiple, vraiment. Parce que il y a tous ces temps qui se confondent entre ben, ma propre temporalité de femme par rapport à la temporalité de l'organisation du monde du travail, par rapport à la temporalité de comment je me sens en santé. Ce qui fait que quand je raconte, c'est un peu flou pour moi. Il faudrait vraiment
pour être très précise, que je balise avec des événements clés, ce que m'a permis les différentes naissances, parce qu'il y en a eu plusieurs, de baliser un peu les choses. Mais quand même, j'ai du mal à remettre les choses dans l'ordre. Il faudrait vraiment reconstituer une chronologie et temporelle et spatiale et sur tous les plans en fait, hein, un peu comme la roue de la vie où on va établir un peu dans tous les champs là où on en est. Ben, en fait, il faudrait faire voilà, une frise chronologique avec tous les pans pour bien imaginer les choses, hein. Est-ce que tu es en train de dire, je ne suis pas sûre d'avoir, à la fois je crois que je comprends, en même temps, tu vois, c'est marrant parce que tu emploies le mot temporalité et dernièrement, j'ai fait un post sur se synchroniser, comment on Mhm. synchronise les différentes dynamiques, etc. Donc, ton temps n'est pas le mien et comment on fait pour trouver un temps commun. Mais Ouais. aussi, est-ce que c'est ça, tu vas me dire si c'est ça que j'ai entendu, est-ce que tu veux dire que ton deuil, parce que tu as employé le mot deuil juste avant en disant qu'il a pris de multiples facettes au fur et à Ouais. mesure du temps qui passait entre les éléments intérieurs, entre les différentes grossesses. En fait, c'est ça, ça s'est étiré dans différents plans. En tous les cas, c'est comme si tu pouvais repérer à différents endroits. Ah là, il y a encore un aspect de ce deuil, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Là où des espaces se dégagent et s'éclairent différemment, il y en a d'autres qui persistent et il y en a d'autres où je sais fondamentalement que ce sera pour plus tard, que ce sera différé parce que le temps et l'énergie là n'est pas à ce moment-là une priorité pour dédier à tel ou tel aspect. Je sais que en fait, ce processus même si, j'allais dire, je ne le connais pas de base, va impliquer d'avancer sur plein de plans différents en même temps, mais malgré tout quand même de conserver des priorités et des temps forts en fait autour de ce qui fait sens pour nous et de ce qui se rapproche de la vie que l'on a choisi d'avoir. Sur de multiples plans, les choses ont avancé, reculé, se sont étalées dans, j'allais dire, dans la largeur, d'autres dans la hauteur. Enfin, c'est vraiment multidimensionnel, y compris même sur un plan précis. Enfin, de toute façon, enfin, moi, je vois les choses quand même un peu dans plein de dimensions et tout, un peu comme moléculaire avec des choses qui s'assemblent et qui se rencontrent, des espaces vides, etc. Donc voilà, j'ai une formation scientifique de base qui m'a ouvert des horizons de ce type de vision-là. C'est pas des connaissances, hein, c'est Oui, oui, vraiment oui, 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 une manière d'envisager le monde ou de voir le monde autrement. En ce qui concerne la partie personnelle, un petit garçon est né en août 2007. Puis j'ai vécu qu'on appelle une interruption de grossesse plutôt que fausse couche parce que c'est moche quand même, fausse couche. Et en plus, c'est vrai, quoi. C'est une vraie couche, une interruption de grossesse spontanée. L'idée n'étant pas de mettre en comparaison un vécu et un autre, mais je dois dire que par rapport à ce par quoi nous étions passés, ça a suscité des émotions de tristesse, etc. Mais ça n'a pas entamé le courage pour continuer. Je dois dire que ce n'est que récemment que j'ai repris la mesure de cette nouvelle épreuve de l'interruption de grossesse spontanée que j'avais balayée sur le coup, en fait, en me disant, bon, ok, c'est comme ça, alors, et la suite, bah, on continue. Nous avons eu la chance d'avoir un deuxième fils, et ça pendant une période tout à fait particulière, puisque après avoir été arrêtée, j'ai donc été arrêtée en ce qu'on appelle en congé ordinaire, puis ensuite en congé longue maladie, c'est-à-dire qu'en fait a été pris en considération l'effet traumatique de ce que j'avais pu vivre auparavant. Et donc, on m'a accordé un congé longue maladie. Et au cours de ce congé longue maladie, j'ai rencontré un rare médecin de l'éducation nationale qui partait à la retraite et qui sans doute n'a pas été remplacé, mais qui m'a parlé d'un dispositif post-adapté, donc un dispositif interne à l'éducation nationale, dans lequel l'idée était une forme de, je vais le dire avec des guillemets, mais de recyclage de la personne, c'est-à-dire pas trop vieille pour pouvoir reprendre une activité et en même temps
pas trop jeune non plus, parce qu'à un moment donné, il y a nécessité de se re-questionner, de se remettre en projet. Forte de cette nouvelle connaissance, j'ai postulé pour un poste adapté, c'est-à-dire reprendre un travail, mais en étant en doublette par rapport à quelqu'un, c'est-à-dire on ne compte pas sur moi pour que le travail soit fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'assure, mais en même temps se remettre dans le rythme et le contexte de retourner au travail, etc. Et dans un contexte dans lequel on a envie de s'épanouir. Et donc moi, je savais que je ne pouvais pas retourner en responsabilité face à une classe ou face à des élèves, etc. Par contre, je savais que j'avais encore à faire dans le monde éducatif et donc dans le monde de l'enseignement et de l'éducation. J'ai été acceptée, je suis rentrée dans le dispositif et donc j'ai pu formuler un projet pour aller travailler comme assistante administrative dans un collège. Et ce qui était génial, c'est que j'ai choisi et on a pu réaliser mon choix, enfin mon vœu, c'est que je suis allée dans un collège qui accueillait mes anciens élèves. Donc, j'ai vu quand je suis arrivée dans ce collège, mes anciens élèves de CM2, ils étaient en troisième. Et donc, avec la recherche d'un stage professionnel et tout. Ouais. Et du coup, comme j'étais assistante administrative de la secrétaire des élèves, bah, j'ai revu tous les dossiers de tous les élèves et tout. Donc, c'était rigolo. Ça faisait vraiment C'est sympa, ouais. un clin d'œil, en fait, au travail ancien pour Mm. voir ce qu'il devenait, ce que ça devenait. Donc, il y avait une forme de continuité. Et puis, en parallèle donc, de cette reprise, j'ai vu qu'en fait, ça me fatiguait énormément parce que j'étais à temps plein au tout début. Ça me fatiguait énormément d'être voilà, de nouveau dans ce bain-là. Donc, j'ai sollicité en fait le fait d'être à temps partiel pour cette reprise et puis de pouvoir utiliser ce temps partiel pour me remettre en projet. Et là, j'ai eu de la chance parce que un nouveau dispositif a été créé au niveau du rectorat. Donc, à l'époque, j'étais dans le rectorat de Versailles. Et l'idée, c'était d'inclure les personnels du premier degré, qui sont gérés en fait au niveau départemental, de les inclure au niveau rectoral pour ce qui concernait se remettre en projet. C'est-à-dire, pour des raisons médicales, je ne peux plus ou je ne veux plus reprendre mon ancien métier. Du coup, qu'est-ce que je fais de cette situation et comment je me projette vers une nouvelle situation professionnelle. L'idée, c'était sur 2 ans de se regrouper, je crois que c'était une journée tous les mois ou tous les 2 mois, ensemble, avec différents personnels administratifs, enseignants, etc., de voir qu'est-ce qu'on fait de ce que je suis devenue. Voilà. Et comment on prend en considération, comment on fait le lien entre l'avant, le présent, l'après, etc. Donc c'était génial. Et à ce moment-là, donc j'ai voulu devenir écrivain public. La suite de cet entretien avec Caroline la semaine prochaine. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.